Voilà, documentaire tourné dans le collège Lucie Aubrac de Tourcoing, qu'on ne quitte pas d'ailleurs, puisqu'on se retrouve dans ce collège Lucie Aubrac pour débattre avec nos invités. Bonsoir, Lucas Roxo. Bonsoir. C'est votre documentaire qu'on vient de voir. Alors, rapidement, pourquoi ce sujet et puis pourquoi Tourcoing ? Il y a plein d'histoires qui m'ont amené à vouloir faire ce documentaire. J'ai rencontré Rachid et Mathieu, les deux enseignants de la 3e média, il y a plusieurs années. J'étais en résidence d'éducation aux médias dans la ville de Roubaix, juste à côté. Et en fait, j'avais été assez fasciné par la manière dont ils amenaient les élèves à construire leur esprit critique, à prendre la parole, à réussir à construire une autonomie, un collectif classe. Et quelques années plus tard, quand une société de production avec ma productrice Clara Pazzi est venue me proposer de faire un film sur l'éducation aux médias, j'ai tout de suite pensé à leur classe, avec des conseils aussi de Amandine Carvela, qui est chercheuse, qui a aussi suivi la classe pendant une année et qui m'avait aussi raconté comment sur le long terme, il y avait des choses très intéressantes qui se créaient dans la classe. Et du coup, j'ai voulu les suivre pendant un an en immersion dans la classe pour pouvoir raconter ça au plus près des élèves. Rachid Sadawi, bonsoir, professeur d'histoire géo. On vous voit beaucoup dans le film. Ah, bravo, hein. Moi j'aurais adoré avoir un prof d'histoire géo comme vous. On a l'impression que vous avez dû beaucoup hésiter entre prof et journaliste. Quand j'étais en 3e, je voulais être journaliste, effectivement. Mais j'ai aussi une autre passion qui est la passion de la radio. Et j'ai plutôt hésité entre faire de la radio et être professeur. Ouais. Et donc du coup, vous nous connaissez très très bien, nous les journalistes. Oui. La façon dont vous en parlez, la façon dont vous faites découvrir les médias. Oui, et puis c'est aussi... Alors, moi, c'est plus la passion pour la radio, l'univers radiophonique dans son ensemble, la création radiophonique aussi, la fiction radiophonique. J'ai commencé par faire une fiction radiophonique avant d'être professeur d'histoire. L'éducation aux médias et à l'information, je dirais que c'est ma rencontre avec Mathieu Assement qui a été déterminante. Mathieu Assement, bonsoir. Bonsoir. Enseignant documentaliste. Donc c'est vous qui régnez sur ce magnifique CDI. Hein. Le collège, il est tout récent, il y a 5 ans. Il a 6 ans maintenant. 6 ans. Et la fonction du CDI, c'est ? Alors il y a beaucoup de fonctions à un CDI. Et une des fonctions, c'est d'éduquer aux médias et d'ouvrir les élèves sur l'extérieur, d'éveiller la curiosité. Et puis voilà, et puis de les amener à la lecture, de leur faire découvrir le monde autour d'eux. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais là j'ai vu une classe bidouille. Non, une salle bidouille. Une salle bidouille, oui. 2 mots. La salle bidouille, c'est le lieu qu'on a créé. C'est un petit Fab Lab. C'est pour des élèves qui s'expriment plus facilement par la créativité, par la manipulation d'objets. Donc il y a une imprimante 3D, il y a de quoi faire de la robotique. Ils bidouillent. Ils bidouillent. Amandine Carvela, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Justement, vous l'avez suivi, cette classe média. Alors, l'année avant, oui. Lucas Roxo. Oui, l'année d'avant, en fait, avec ma collègue. Et ici, dans ce collège ? Dans ce collège-là, avec ma collègue Béatrice Michaud, on a été acceptés par Rachid et Mathieu pour pouvoir justement observer ce qui se jouait dans cette classe média. Et donc, on est resté pendant quelques mois en fond de classe pour essayer d'observer ce qui se passait ici. J'imagine que ce documentaire, il doit vous parler. Hein. Énormément. On retrouve vraiment ce que nous, on a pu observer du point de vue de la recherche. Donc, c'était un grand plaisir de le voir terminer. Sophie Guindens-Berger, journaliste. Vous avez travaillé au journal Libération. Et alors, un détail très très intéressant, en 2015, vous créez le Petit Libé. C'est un site d'information donc, pour les enfants. Vous aurez l'occasion de vous en parler. Ce soir, vous représentez le Clémy. Alors, le Clémy, c'est quoi ? Et c'est quoi le lien entre le Clémy et le documentaire qu'on vient de voir ? Alors le Clémy, c'est le centre pour l'éducation à l'information et donc aux médias. Alors qu'est-ce que c'est le Clémy ? En fait, donc on dépend de l'éducation nationale et on est là pour fournir des ressources aux professeurs et notamment aux professeurs documentalistes pour qu'ils puissent faire cet enseignement qui est un enseignement transdisciplinaire. Et donc on forme aussi les professeurs et on produit des brochures, des vidéos pour les profs. Mariam et Flora. Flora et Mariam, alors vous, je ne vous présente pas évidemment puisqu'on vient de vous voir pendant 52 minutes. Ça fait quoi de se voir comme ça à l'écran, à l'image ? Au début, les premiers visionnages de ce film, ça a été assez spécial. Moi, pour ma part, je ne sais pas trop regarder parce que c'est bizarre de se voir
dans une télé. Et du coup, voilà, après, plus je le regarde, plus ça va mieux. Ouais, je suis d'accord, ça fait super bizarre toujours de se voir dans un film. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, on peut voir notre évolution. Genre, il y a plein de gens dans la classe, là, je les ai vus rien que sur la photo. Je me suis dit, mais waouh, on était comme ça il y a à peine 1 an. Et ça fait toujours bizarre. Et puis, c'est rigolo, c'est une belle aventure. Et puis on salue le principal du collège, Lucie Aubrac de Tourcoing, Éric Lahaye. Bonsoir et merci de nous recevoir dans votre bel établissement. Lucas Roxo, j'ai l'impression que le quartier il a son importance dans ce documentaire. On voit souvent des images de drones du quartier, donc le quartier, l'environnement, il a une importance. Bien sûr, en fait, moi, initialement, dans ma trajectoire de journaliste et de documentariste, j'ai beaucoup travaillé sur la question des quartiers populaires et de la représentation des quartiers populaires. Et en fait, pour tout vous dire, quand j'ai écrit le film avant de commencer le tournage, un des enjeux que je voulais explorer avec les jeunes à travers leur prise de parole dans des émissions de radio, c'était leur vision de leur propre quartier, de leur territoire, et notamment pour aller à l'encontre de certains reportages qui ont été faits il y a quelques années. Donc je me souviens que TF1, à l'ouverture du collège, avait fait un reportage où ils avaient dépeint le collège comme un collège ghetto. Et ça avait beaucoup marqué les élèves de l'époque, et ils avaient envie en fait, la première classe média avait aussi envie de redorer un peu l'image du quartier. Or, il se trouve que quand je suis arrivé, et au fil de l'année, j'ai interrogé les élèves sur ce sujet-là, sur leur rapport au territoire et l'image du quartier dans les médias. Et c'est pas du tout ressorti, en fait. Il n'y a pas eu du tout de discours là-dessus, de réflexion. Tous les élèves m'ont dit, en fait, non, on est dans ce quartier-là et tout va bien. Et donc, en fait, pour moi, c'est finalement devenu un non-sujet, petit à petit. Et c'est intéressant que ce soit votre première question, parce qu'en fait, du coup, petit à petit, j'en suis venu à l'idée que c'est moi qui projetais des choses, en fait, sur ce quartier-là, en tant que journaliste, avec tout ce qu'on a pu entendre et tout le traitement médiatique qui peut être fait sur les quartiers populaires, alors qu'en fait, tout va bien, c'est simple et banal. Et ils me l'ont rappelé, et en fait, ça m'a fait comprendre que c'est pas vraiment la représentation du quartier qu'il fallait changer, l'image du quartier, mais notre regard de journaliste sur ce genre de territoire. Vous êtes jeune, hein, vous n'avez même pas 30 ans. Est-ce que ça a aidé pour créer cette proximité avec les collégiens que vous avez filmé pendant 1 an ? Alors, je sais pas, c'est possible, parce que les réseaux sociaux qu'ils utilisent, moi aussi je les utilise, même si en fait maintenant ça change tellement vite que je sais pas, que Mariam m'a fait découvrir TikTok par exemple cette année, que je connaissais pas, qui est déjà en train de devenir ringard parce que voilà, les parents et les adultes comme nous sont en train d'arriver dessus. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on arrive souvent au préalable en tant que journaliste et en tant qu'adulte avec des présupposés sur en fait la manière dont les jeunes vont utiliser les réseaux sociaux. Je sais que le discours général sur l'éducation aux médias va être de dire faut que les jeunes fassent attention aux réseaux sociaux, c'est dangereux, faut qu'ils fassent attention aux fake news qui vont être relayées. Et au final, je pense que c'est ce que le film montre, c'est qu'en fait, il développe de nouvelles manières de s'informer par les réseaux sociaux. Et moi, j'ai redécouvert pas forcément les applications sur lesquelles ils vont, mais de nouveaux usages, et en fait des usages qui sont beaucoup moins inquiétants que ce qu'on croit en tant qu'adulte au préalable, quoi. Vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, ces jeunes, ce sont des malins. Élise Lucet en dit un mot d'ailleurs quand elle les rencontre. Bah, c'est vrai, après, peut-être que les autres personnes autour de la table pourront en dire autant, mais il y a cette recherche qui est sortie il n'y a pas longtemps qui expliquait que les personnes âgées partagent 7 fois plus de fake news que les jeunes. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'ils sont malins, c'est qu'en fait, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Et en fait, moi, ce que j'ai observé cette année, c'est qu'ils ont une réflexivité, ils ont une conscience de leur propre pratique. C'est-à-dire que ils sont capables de dire que telle vidéo a été postée à telle heure et qu'en fait, si une vidéo a été postée il y a plus longtemps, il faut plus s'en méfier. Ils vont aller vérifier de réseau social en réseau social les différentes informations qu'ils vont trouver. Et en fait, ils sont en train de développer un esprit critique qui nous est étranger, parce que nous, fallait lire Figaro et fallait lire Libération pour avoir le point de vue opposé. Or, avec eux, c'est pas la même chose. On va réfléchir en termes de temporalité, on va réfléchir en termes de format d'application, de différence de contenu. On l'a vu sur le mouvement des Gilets jaunes ou dans le petit bout du débat qu'on voit dans le film. On aura l'occasion d'ailleurs de s'interroger sur la façon dont les jeunes aujourd'hui consomment l'information. Mariam, Flora, vous l'avez oublié cette caméra finalement ? Justement parce que Lucas travaille dans le temps ? Vous l'avez peu à peu apprivoisé ? Ça paraissait naturel en fait. C'était plus pour faire un film, c'était Lucas et Jessie qui étaient caméramans. Bah, c'est devenu des camarades de classe en fait. C'était des personnes qui étaient là pour nous aiguiller, pour nous aider. Et franchement,
c'était juste super d'avoir de l'expérience en plus en dehors des profs. Je sais pas, ça rajoutait un truc à cette expérience-là d'être en classe média. Donc les caméras, on les voyait même plus, on faisait même plus attention en fait. La Ouais. caméra, pareil, vous l'aviez oublié? Le premier jour, on la voit forcément, on la regarde souvent, mais après, vu qu'on nous demandait de rester nous-mêmes, au final faire notre cours comme si elle n'était pas là, forcément, au bout d'un moment, on l'oublie. Et après, on a créé une complicité avec Lucas Roxo et Jessie, à tel point qu'ils posaient leur matériel, qu'ils venaient nous aider, par exemple, sur des exercices, des devoirs. Donc techniquement, c'était comme si elle était là, mais elle était éteinte. Vous en avez profité d'ailleurs pour faire passer des messages. C'est-à-dire Il y a des sujets, la discrimination par exemple, c'est quelque chose qui manifestement vous tenait à cœur et vous en avez profité pour développer ces sujets. Oui, c'était important pour nous. Je pense au film quand on a parlé du harcèlement, tout ça, c'est quelque chose d'important aussi d'en parler, de dire que les jeunes, ça les touche. Je suis sûre aussi des adultes, ça les touche aussi. Et d'en parler, de donner notre point de vue par rapport à ça, je pense que c'est important. Puisque les jeunes, c'est pas qu'on n'est pas pris au sérieux, c'est que un jeune qui va parler, qui va donner son avis sur quelque chose, on va moins tendre l'oreille qu'un adulte. Donc là, avoir ce pouvoir de parler et qu'on nous écoute, on en a profité. Mariam? On s'est dit que c'était le moment, il y avait une caméra là, ça allait sûrement passer sur France 3. On s'est dit c'est le moment pour parler, pour dire ce qu'on pensait, au lieu de tout le temps voir, désolé, mais des adultes à la télé qui parlent de sujets qui nous intéressent. Du coup, on s'est dit, Ou qui ne nous c'est le intéressent moment. Ouais, ou qui ne nous intéressent pas. C'était pas. Rachid Sadaoui, le tournage, la caméra de Lucas dans votre classe, elle a apporté quoi un plus? Je dirais qu'elle a eu un effet accélérateur. Elle a eu un effet... tout ce qu'on voit dans le film, les différents processus, on pourrait poser la question aux élèves qui étaient là il y a 4 ans déjà pour la première classe média. Tout s'est reproduit. C'est-à-dire on a des élèves qui, la première élection, une élection sans candidat, les élèves vont choisir celle et celui dont ils pensent qu'ils sont les plus à même de faire cette émission de radio. Ça, c'est un scénario qu'on retrouve à chaque fois, qu'on a retrouvé à chaque fois. En revanche, la deuxième émission, c'est plus des élèves qui vont oser, qui n'osaient pas au départ. Et là, on fait plus une élection sans candidat. On demande aux élèves de se présenter. Et Mariam s'est présentée et Alexandre, qui est dans le public, s'est présenté aussi. Et Alexandre a, on va dire, un tempérament plus réservé. Et c'est là-dessus aussi qu'on parie avec mon collègue Mathieu, notamment dans ce projet de classe média. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit juste avant, sur la parole des élèves. Parce que je crois que derrière ça aussi, il y a une vraie réflexion pédagogique sur comment, alors là je parle nous en tant qu'enseignants, on donne la parole aux élèves. Il y a des études qui ont montré que sur le temps de toute une scolarité, les élèves parlaient très peu en classe et que c'était souvent le professeur ou la professeure qui parlait et les élèves, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui anime notre réflexion, pas seulement d'ailleurs au sein de la classe média, au sein de toute l'équipe pédagogique du collège et d'autres enseignants, j'imagine. C'est une vraie question sur comment on donne la parole aux élèves. Et la classe média est un des moyens, et la radio sont des moyens de donner la parole aux élèves. Et lorsqu'on leur donne la parole, on se rend compte qu'ils vont sortir des clichés qu'on a l'habitude d'avoir. Et je rebondis sur ce que disait Lucas Roxo tout à l'heure. Effectivement, les présupposés, on en a tous. On en a tous, nous aussi en tant qu'enseignants. Moi, la première fois que je suis allé en banlieue parisienne, j'ai été nommé de ma Bretagne jusqu'en banlieue parisienne, j'avais des clichés. Je suis arrivé là-bas, à Colombes, dans un collège, ça s'appelait pas REP+, mais c'était l'équivalent. Et je me suis rendu compte que la réalité était bien plus complexe et différente que les images que j'avais. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a une séquence qui est très très forte dans le documentaire, où il y a une jeune collégienne qui est complètement bloquée. C'est-à-dire on lui donne la parole, aucun son n'arrive à sortir. Et là, c'est formidable, c'est que ça va se débloquer. Voilà, et bien là encore, une fois encore, ce scénario, on l'a retrouvé régulièrement. Je me souviens de Laura, la première classe média il y a 4 ans, qui à la première émission avait dit « hors de question que je m'exprime dans un micro ». À la deuxième émission, elle avait dit « je veux bien jouer le rôle d'intervieweuse ». Et à l'issue de la deuxième, elle était venue nous voir timidement « est-ce que je peux être rédactrice en chef de la prochaine ?» Et voilà, et là on a tout gagné quand on a ce type de... Donc sans classe média, c'est une élève qui peut-être serait restée toute l'année au fond de la classe sans rien dire? Alors pas seulement la classe média, je pense qu'il y a d'autres... Mais on va dire que la classe média peut contribuer à donner confiance effectivement à des élèves. Parce qu'on sort du cadre classique. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on voit bien. Et là-dessus, je remercie Lucas Roxo parce que son film est vraiment très éloquent là-dessus. Il montre comment, lorsqu'on bouscule un peu les cadres pédagogiques classiques,
on obtient des choses intéressantes. Mathieu Assemand, le CDI, donc c'est cet endroit là où on se trouve, c'est le lien entre le collège et puis le monde extérieur, un petit peu ça? Oui, c'est un des endroits qui fait le lien entre le collège et le monde extérieur. Le CDI d'ailleurs ici a été renommé comme dans certains établissements. On ne parle plus vraiment de CDI, on parle de 5C, de centres connectés, de connaissances, de culture et de curiosité. Et ce mot de curiosité, je l'ai rajouté ici, c'est un peu l'identité que je veux donner à l'espace dont j'ai la charge, parce que la curiosité pour moi c'est la base de tout. On n'apprend pas grand-chose si on n'est pas curieux. Et la curiosité, c'est effectivement aussi de s'ouvrir sur le monde extérieur. Et c'est le propre du dispositif pédagogique qu'on met en place à travers la classe média, c'est d'amener les élèves à s'approprier l'environnement et à se rendre compte qu'ils sont légitimes pour aller dans des lieux où ils n'auraient pas forcément l'idée d'aller, pour aller interroger des adultes qu'ils n'iraient pas forcément spontanément interroger. Et tout ça, ça les légitime dans leur construction citoyenne. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'éducation civique. C'est complètement une forme d'éducation civique et de citoyenneté active. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se sent légitime à aller interroger l'environnement dans lequel on navigue, on devient un citoyen, et puis un citoyen critique qui est en capacité de questionner les choses. Voilà. Ça sert à quoi donc un CDI quand aujourd'hui, justement, le monde extérieur, le monde entier, il est disponible sur son smartphone? Ça sert notamment à ça sert à aller rencontrer des gens, à aller dans des endroits, parce que tout ça c'est pas de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que quand on se déplace, quand on se rend compte que autour de nous il y a des tas de structures culturelles, des associations, etc., qui font vivre la ville, tout ça, on peut le découvrir sur un smartphone, mais c'est pas la même chose que quand on va enregistrer une émission de radio dans une salle de concert, à la condition publique, dans la rue. Ou à France Culture. C'est pas la même chose que de découvrir tout ça à travers son smartphone. Donc il y a un ancrage dans la réalité et on tâche de faire vivre cet ancrage aux élèves. Sophie Guindens-Berger, le métier de journaliste vu par les jeunes, ça vous inspire quelle réflexion? Le métier de journaliste vu par les jeunes, nous quand par exemple au Clémy on va dans les classes pour tester un peu nos ressources et faire des ateliers où on va leur montrer aux élèves des productions médiatiques et on va souvent parler un peu de défiance, etc. Nous c'est pas forcément c'est peut-être aussi une posture par rapport à quelque chose qui leur paraît loin d'eux, et comment ça ne pourrait pas leur paraître loin d'eux quand on voit par exemple les réactions qu'on peut avoir à Europe 1, mais je pense aussi que c'est plus une soif de connaissance et une envie de savoir ce qui s'y passe et de savoir comment c'est ce métier. Et c'est d'ailleurs pour ça que la pratique d'un média scolaire comme ils ont fait là pendant l'année, c'est un des objectifs, c'est ce qu'on promeut au Clémy, pour comprendre comment se fabrique l'information et c'est quoi une source, c'est quoi un fait, une opinion, c'est très important. Je vous posais la question parce que je ne sais pas si le mot a encore été employé, mais il y a beaucoup de méfiance. On l'a vu notamment avec l'épisode des Gilets jaunes. Beaucoup de méfiance envers les journalistes. Là, j'ai l'impression que cette méfiance, elle disparaît assez vite. Le fait que les collégiens se coltinent à la réalité du métier, cette méfiance, elle disparaît. Bien sûr, c'est justement parce que au départ ça paraît parfois loin, et quand on voit que c'est des êtres humains, que c'est des gens qui viennent leur parler, qui ont pas forcément, qui même s'ils ont des préjugés peuvent aussi les abandonner au moment où ils leur parlent. Je pense aussi que quand on dit les journalistes, on met tout dans un sac et qu'il y a des journalistes, il y a plein de professions dans le journalisme, il y a plein de médias très différents et que c'est pas forcément, on peut pas forcément les mettre tous dans le même sac. Et donc je pense que cette défiance, elle disparaît quand on commence à s'intéresser à eux, et c'est normal. Amandine Kervella, méfiance ou ignorance? Alors non, mais je pense qu'effectivement il y a forcément une méconnaissance, et en même temps ça semble assez logique. C'est-à-dire que comment savoir comment un journaliste travaille très concrètement quand on a 13-14 ans ou même après. Voilà, nous c'est vrai que dans les recherches qu'on mène, dans ma discipline, on met beaucoup en avant l'importance des conditions matérielles de production pour comprendre les discours d'information. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique l'info pour comprendre un reportage ou voilà. Ça effectivement, moi je trouve que c'est intéressant. Après,
Je pense qu'il faut aussi, je pense, faire un pas de côté. C'est-à-dire que je pense que toutes ces initiatives d'éducation aux médias, elles ne peuvent pas avoir comme unique finalité que de, entre guillemets, réconcilier des jeunes, des citoyens avec les journalistes. C'est-à-dire que je pense que si on est uniquement dans cette perspective... Le CLEMI, il existe depuis 30 ans, on ne peut pas dire qu'en 30 ans... on s'est beaucoup rapprochés, hein, les journalistes. Et, voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit après de la faute du CLEMI, du coup, si on ne sait pas. Le CLEMI est un bon observatoire. Tout à fait, mais je pense que si on est dans une perspective plus globale, on est sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ce qui se joue aussi, pour moi, c'est peut-être des objectifs de transformation plus globaux. La question, c'est aussi, par exemple, des journalistes qui participent à ces projets d'éducation aux médias, comme l'a fait Lucas et comme le font d'autres journalistes. Eh bien, est-ce qu'eux, ils ne sont pas transformés aussi par cette découverte de territoire, par cette découverte de jeunes? Et est-ce qu'au final, on ne peut pas imaginer que ça aussi influe dans un sens qu'on pourrait juger plus positif sur les pratiques médiatiques au quotidien, sur certaines productions journalistiques. Et je trouve qu'on serait peut-être dans quelque chose de plus intéressant si on ne donne pas comme unique objectif ou comme objectif principal de rapprocher peut-être les jeunes des médias traditionnels, ce qui, moi, me semble un peu compliqué et finalement peut-être un peu réducteur. Très compliqué. Voilà. Comment les jeunes ils s'informent aujourd'hui? Je peux vous poser la question directement? Alors, c'est vrai que dans les enquêtes qui sont menées, on voit effectivement des mutations qui sont assez profondes. Bien évidemment, il y a un impact du numérique, c'est-à-dire que très clairement, on est sur des glissements. Je dirais d'une culture médiatique à une culture numérique, donc c'est sûr. Donc les jeunes vont beaucoup plus s'informer en ligne, vont beaucoup plus s'informer sur les réseaux sociaux, ça c'est très clair. Et ce qui est aussi clair et qui je pense pose problème effectivement aux journalistes, c'est qu'il y a un brouillage, c'est-à-dire que quand on s'informe, quand on va attraper une information via Facebook par exemple, pour être un peu caricatural, mais voilà, on va pas forcément savoir qui l'a émis. Et ça c'est vrai que c'est un changement très fort, parce que quand on ouvre un journal, on sait d'où provient l'information, on peut imaginer comment elle a été produite, enfin en tout cas c'est beaucoup plus clair. Quand on attrape quelque chose dans un fil d'actu, c'est beaucoup moins évident. Et là c'est vrai qu'il y a, je pense, un vrai questionnement à la fois pour les usagers, pour savoir d'où vient l'information, et à la fois pour les journalistes, c'est-à-dire que faire quand finalement ces productions vont comme ça circuler sans que véritablement les lecteurs sachent forcément qui est l'émetteur de tout ça. Donc ça c'est vrai que c'est un changement assez radical. Alors justement, on va retourner vers le documentaire de Lucas Roxo. Il y a un moment où Lucas, ou non, c'est plutôt vous d'ailleurs, le professeur, vous posez la question justement aux jeunes collégiens, savoir comment ils s'informent. Regardez cet extrait. Moi, je m'informe comme ça, plus sur la télé et sur les réseaux sociaux, mais des fois, on voit pas la même chose. Je m'informe plus dans la télé, sur le journal, parce que je trouve que c'est plus concret. Ils montrent des vidéos, des images. Moi, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir plus la vie du peuple, parce que la télé, on ne voit pas assez, alors que sur Internet, tout le monde peut s'exprimer, parce qu'on peut poster des articles ou alors faire des vidéos quand on veut. Et du coup, c'est mieux de voir la vie de tout le monde. Comme ça, à la télé, on ne voit pas toujours les mêmes personnes qui parlent toujours les mêmes choses, avec toujours les mêmes opinions. Et si par exemple il y a un moment où c'est un peu choquant, où ça ne va pas passer, parce que ça va passer à la télé, alors que si c'est amateur, ils filment ce qu'ils voient, et du coup on peut voir ce qui est brut en fait. On voit l'information, on voit l'image, et on en déduit ce qu'on voit. Et toi Afsa, qui lève la main? Moi je regarde tout, mais je fais moins confiance à BFM TV parce que je trouve qu'ils mentent un peu sur beaucoup de choses. J'ai pas confiance en ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce que je vois à la télé. J'écoute plus la radio pour m'informer parce que je trouve que ça a l'air plus vrai en fait. C'est à nous de varier ce qu'on regarde, c'est pas de se laisser prendre par l'application ou par les médias. Il faut pas rester en mode ah oui c'est cool ça. Il faut aller par exemple faire des recherches, regarder ce qu'on n'a jamais découvert. Après c'est notre travail à nous ça. Mariam, Flora, vous pouvez rajouter quelque chose sur cette façon aujourd'hui de s'informer? Vous, comment vous vous informez? Vous avez dit dans le documentaire, moi je suis une droguée, j'arrive plus à en sortir. Mais sortir de quoi? Droguée, c'est un grand mot que j'ai utilisé. C'est plutôt quand on commence à... c'est Instagram ou Snapchat, quand on commence à regarder par exemple le fil d'actu ou les stories, on regarde sans forcément réfléchir. Mais on regarde en fait parce qu'on a envie de regarder, on ne trouve pas d'autres choses à faire, mais sinon on ne s'informe pas réellement comme ça. On regarde un peu de tout, on fait attention à tout.
On va chercher vraiment, quand il y a quelque chose qui nous intéresse, on va aller voir plus profond, on va aller voir les commentaires, on va se dire qu'est-ce qu'il en pense un tel ou un tel, et on va vraiment aller comparer un peu partout. Vous faites vraiment la différence entre les réseaux sociaux et l'information? Bah, je me sens un peu exclue de tout ça, puisque je suis très peu présente sur les réseaux. J'aime pas trop ça, à part pour communiquer justement, parce que c'est le but principal. Vous êtes une fan de radio? J'aime bien la radio, oui, mais maintenant plus trop Europe 1. Mais vraiment, moi je suis pas sur les réseaux, donc par rapport à cette question-là, je pourrais pas trop vous répondre par rapport à la génération 2.0, accro, smartphone, tout ça. Je suis pas dans ce cas-là, mais même la télé, je trouve que c'est plus... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus rien qui est vraiment très fiable. Enfin, on se méfie de tout maintenant, puisqu'il y a des fake news partout, on n'arrive plus à faire confiance. Alors, où est-ce qu'on doit faire confiance? À quelle source on doit se fier? C'est ça la vraie question, je pense. Alors, vous avez fait une allusion à Europe 1. Allez, on va refermer la parenthèse. C'était vraiment votre radio. Vous écoutiez Europe 1. Ouais, vous avez été terriblement déçu en quelque sorte par quoi? À l'envers du décor? Par ce qui s'est passé là-bas. Flora, on regarde l'extrait justement pour bien comprendre et resituer. Et puis on en reparle quelques secondes. Ça fait du bien d'être avec vous pour ce best-of du 27 décembre. On a plein de jeunes dans le public. Est-ce que les trois du fond, vous pouvez venir nous voir là, les petits? Alors présente-toi, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Soukaina. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Et tu viens d'où? De Tourcoing. De Tourcoing. Et toi? Je m'appelle Lucas. Je viens de Tourcoing aussi. Oh oui, d'accord. On a entendu la voix, oui, on a entendu. Lucas, parle dans le micro, Lucas. Lucas, il comprend pas tout de suite. Hein. Et Lucas, tu as des résolutions pour 2019? Non, pas encore, je crois pas. Je pense qu'il faut une bonne assistante sociale, un RSA, et il n'a pas besoin de plus, Lucas. Alors tu veux faire quoi plus tard, chômeur? Je te jure, c'était... c'était et Lucas, ça. il était là, il savait pas comment répondre, il était pas normal, bon. sur un plateau, d'un coup, t'as des lumières sur lui. Vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, c'était tellement rude que Flora, elle a failli décrocher. Elle a failli décrocher. C'est-à-dire que la classe média, ça l'intéressait et ça l'a un peu secoué. Ah oui, ça l'a secoué forcément. Mais aussi, mais là, Flora, tu pourrais l'expliquer davantage. C'est parce que c'est une radio que tu écoutes beaucoup. Ouais. Après, il faut peut-être pas faire d'amalgame non plus. Là, c'est une émission de divertissement. De divertissement avec des chroniqueurs. Voilà, bon, c'est une très très mauvaise expérience. Ça a été une souffrance sur le plateau avec les élèves. Moi, j'étais dans le public. J'avais envie de me lever et de partir. Hein. D'ailleurs, à la fin, ils nous ont proposé une photo avec Anne Romanoff. On a décliné l'invitation. Mais Flora, mais après, bon, Flora, peut-être tu as des... C'était vraiment une mauvaise expérience parce que Europe 1, en fait, mon père il l'écoute beaucoup. Bah, du coup, moi aussi j'écoutais beaucoup Europe 1, mais ça m'a vraiment déçue parce que je me disais ça va être bien tout ça. Et déjà quand on est arrivé, l'ambiance c'était pas top. Ils sont arrivés en retard. Ensuite quand on arrive sur le plateau, ils sortent tous les clichés possibles. Enfin, je sais pas, ça nous a énervés. C'est justement pour ça que dans la deuxième émission, on a fait une chronique sur ça. Mais vraiment, on était juste choqués de voir que leurs yeux, on était un amas de clichés. On vient du Nord, directement, on sait pas parler, on touche le RSA, on est des chômeurs, on fait rien. Enfin, je sais pas, je trouvais ça juste, c'était un manque de respect total. Et une manière de dépasser les clichés, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au Clémy, ce que vous faites au Clémy, c'est aussi la manière dont aujourd'hui, si vous arrivez, quel que soit le sujet, là, on peut prendre toutes les disciplines, et que vous êtes dans un cours trop descendant, je veux dire, ça fonctionne pas bien, ou voire plus. Et donc, moi, je trouve plus intéressant de placer les élèves dans une posture lorsqu'ils vont préparer une émission de radio. Finalement, ils vont se poser les questions que se posent les journalistes, faire un édito, interviewer quelqu'un, quelles sont les questions, comment les rendre pertinentes. On va être écouté, ça donne une responsabilité. On est diffusé sur Radio Boomerang, qu'on salue au passage. Voilà, notre radio partenaire. Et donc, forcément, en plaçant les élèves dans ce dispositif, ils se posent des questions, ou en les faisant débattre. On n'est pas en train de leur dire, voilà, c'est ça qu'il faut penser. En fait, on le voit bien dans le débat. C'est en débattant que les élèves vont amener des questions qui, d'ailleurs, pourraient très bien se retrouver dans des débats d'adultes, parce que les mutations dont parlait Amandine Carvella sur le rapport des jeunes à l'information, je pense qu'on pourrait le généraliser au rapport tout simplement des gens à l'information. Moi, mon rapport à l'information, avec les nouvelles technologies, il a aussi évolué. Donc c'est plus général en fait. On va donner la parole à des parents d'élèves. Flora,
est-ce que vous pouvez donner votre micro à Madame Boukobza? Vous êtes la maman de Zinedine. Alors, je sais que, pareil, la séquence à Europe 1, ça a beaucoup choqué les parents, mais on va refermer la parenthèse parce qu'on ne va pas faire l'émission là-dessus. Est-ce que justement cette classe média, elle vous a, vous aussi, du coup, un petit peu bousculé dans vos pratiques de recherche d'informations, de s'informer, etc. En fait, nous, on a été formés par Zinedine, toute la famille, où quand on regarde une information qui vient nous dire c'est des fake news, il ne faut pas y croire, il éduque toute la famille, en fait. Donc oui, il y a eu un grand changement au sein de la famille par cette classe média et par Zinedine. Monsieur Laouibi, vous êtes le grand frère de Mariam? Oui, c'est ça, exactement. Je vous pose la même question. Cette classe média, dans la famille, elle a eu des répercussions? Des répercussions, oui et non. On a toujours été intéressé par l'information, mais c'était une manière différente que Mariam elle a pu apprendre à aborder l'information. C'est-à-dire que nous, on regardait les médias classiques et on le regardait, il nous donnait l'information. Sauf que Mariam, là, par tout ce qui est numérique, on ne lui donnait pas l'information, elle allait chercher l'information. Et c'est ce qui est différent par rapport à notre génération. Et on dit souvent de se méfier de tout ce qui est réseaux sociaux. Non, c'est pas forcément vrai. C'est puisque nous, on n'a pas grandi dans tous ces réseaux sociaux. Ces jeunes de maintenant, ils ont grandi dans ces réseaux sociaux, donc ils connaissent les vices, ils connaissent un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc non, nous, dans notre regard d'adulte, on a peut-être un peu peur, on a des inquiétudes parce qu'on ne maîtrise pas forcément ces réseaux sociaux. Mais eux, ils les maîtrisent mieux que nous. Donc ils ne sont pas inquiets, ils savent où aller chercher l'information et ils vont la chercher. Et c'est peut-être la différence entre nous et eux. Vous avez vu Mariam évoluer au cours de cette année média? C'est ça, exactement. Elle a évolué et nous a fait évoluer avec. Je parlais avec le papa d'Afsa hier, sans être devant la caméra, et c'est ce que je disais à pas mal de monde, sans être devant la caméra, sans être dans cette classe média. Nous aussi, on a été associés à ce projet média. On a été associés à tout ce qu'ils ont fait, à ce voyage. Et on a été super intéressés et on avait hâte de voir ce film. Et c'était limite un moment, je dirais, émouvant. On a senti une certaine atmosphère assez émouvante dans la salle hier quand on regardait. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Je voudrais aussi rebondir sur le fait qu'il y a toujours des amalgames, parce qu'on vient du Nord, etc. C'est vrai, c'est triste. Mais non, on a aussi nos qualités et il faudrait plutôt parler de ça. Lucas Roxo, tout à l'heure, il disait... oui, en fait, c'est la façon les journalistes, ils devraient changer la façon comment ils abordent tout ça. Et oui, il n'a pas tort dans ça. Il faudrait nous regarder d'une autre manière. C'est pas nous qu'on est bizarre, c'est juste vous nous regardez d'une certaine manière en fait. Lucas Roxo, vous avez tenu à sortir du collège pour aller dans les familles. Pourquoi? Parce que le collège, c'est un petit théâtre, donc la manière dont se comportent les élèves à l'intérieur du collège n'est pas forcément la même qu'à l'extérieur. Je sais que c'est Loïs qui est juste derrière moi qui me disait « mais moi j'ai peur de voir le film parce que je sais qu'au collège je me comporte d'une certaine manière et j'ai l'impression de ne pas toujours être moi-même et j'aurais voulu être moi-même dans ce film-là ». Et en fait, en allant voir les familles, c'est une manière de les associer, comme vient de dire Djeloul. C'est une manière aussi de comprendre les jeunes dans leur intimité, dans leur complexité, dans leurs multiples appartenances, leurs multiples hobbies. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le film, mais j'ai été... Priscilla a gagné confiance aussi pendant cette année grâce à la classe média, mais parce qu'elle a commencé des cours de musique au Conservatoire de Tourcoing. Donc j'ai été la filmer au Conservatoire de Tourcoing parce que je voulais voir ce que ça construisait chez elle. Soukaina qui dit au début du film qu'elle pouvait pas faire du foot parce que ses parents voulaient pas, et ben j'ai été la filmer à faire un entraînement de foot à la fin de l'année parce que son père a dit ok, tu as raison, je vais te laisser faire un entraînement de foot. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, on le voit pas dans le film, mais en fait c'est des mini déclics en fait à chaque fois quoi, et qui permettent de comprendre la trajectoire que vont avoir ces élèves sur le temps long et qui permettent de la raconter avec plus de complexité, même si ça se voit pas à l'écran. On regarde un autre extrait de ce documentaire, de votre documentaire. C'est lorsque les collégiens du collège Lucie Aubrac rencontrent à Paris, dans les locaux de France Télévisions, Élise Lucet. On regarde. Bonjour. Donc soyez les champions du monde du sens critique. Vous êtes bien partis pour. Soyez toujours méfiants par rapport à ce qu'on veut vous faire croire. Vérifiez, regardez ailleurs, regardez s'il y a un autre site qui confirme, ayez des médias de référence et puis vous allez vous rendre compte très vite que vous saurez faire
très très bien, parce que vous êtes très intelligents, le tri entre les bonnes infos et les mauvaises infos. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bonne visite en tout cas. Hein. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ah, elle m'a regardé dans les yeux. Mariam, Flora, ça vous a apporté quoi ces rencontres? Bah, franchement, moi, personnellement, il n'y avait pas que cette dame-là. Il y a eu plusieurs personnes qu'on a rencontrées. Et c'était assez sympa. Du coup, on les a vus à la télé. On a peut-être entendu parler d'eux. Et le fait de les voir dans le réel, qu'ils nous parlent, qu'ils nous disent des conseils, qu'on puisse communiquer avec eux, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et je ne regrette pas ces rencontres. Flora, ça crée une proximité? Ah oui, c'est clair. Franchement, déjà aller à Paris, faire la visite de tous ces médias, c'était déjà incroyable. Et puis, moi, j'ai des rencontres, je suis marquée. Hein. Quand on a été à Arte Radio, j'étais avec Monsieur Sadawi. C'était franchement trop bien. Le directeur, il nous faisait vivre sa radio, ses podcasts. Et franchement, ça donnait envie. Ça donnait envie d'aller s'installer, de prendre le micro. Franchement, c'est des expériences pour rien au monde. Je les échangerai. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire la classe média grâce à ces rencontres-là. Rachid Sadawi, on a bien compris que sortir des murs, aller à Paris, parce qu'ils en ont dépensé de l'énergie pour aller à Paris, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. C'est énorme d'aller rencontrer, d'avoir la chance de découvrir ces médias. Et là, on peut remercier aussi la marraine de la classe média de l'an dernier, Julie Gacon, qui est journaliste à France Culture et qui nous a, avec Lucas bien sûr, avec leur réseau, qui nous ont ouvert des portes dans les médias. On aurait le stage média, ça fait 2 ans qu'on le fait, hein, c'est ça Mathieu. L'année dernière, on n'a pas eu autant de médias. Là, on avait, je crois, à peu près une vingtaine de grands médias nationaux, de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou d'autres types de médias sur Internet. Et c'est vrai que, voilà, moi, je tiens vraiment à remercier Julie Gacon et Lucas d'avoir permis de faire vivre cette expérience aux élèves. Vous les emmenez donc dans les studios de France Culture. Oui. C'est pas la radio des jeunes, France Culture. Alors, on les emmène dans le studio de Radio France, ouais. Le plus grand studio de Radio France. C'est Julie Gacon qui travaille à France Culture, qui nous a obtenu ce studio. On était effectivement avec les micros de France Culture. On passait juste après l'émission de Christine Ockrent, une des émissions qu'elle fait sur France Culture. France Culture n'est pas la radio des jeunes. J'ai envie de dire, ça dépend. Je me souviens, lorsqu'on j'ai rencontré Lucas, c'était un forum d'éducation aux médias à Roubaix. J'avais mes élèves de classe média de l'époque. Il y en a un qui est présent ici, Idir. Et un autre qui n'est pas là, Andy, et justement des adultes étaient venus poser la question moi j'étais même pas là dans le stand, ils animaient le stand radio, et qu'est-ce que vous écoutez comme radio? Et Andy, il écoutait France Culture. Il écoutait des choses sur France Culture. En ce moment. Et oui, et c'est une radio qui progresse beaucoup parce que c'est aussi le mode d'écoute, le podcast, qui permet de découvrir des tas d'émissions. Il y a des émissions extraordinaires qui peuvent parler aux jeunes comme aux moins jeunes. Je pense Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund, par exemple. C'est une émission, entre autres, il y en a des tas d'autres, mais voilà, l'idée, c'est justement, oui, les élèves, on est tous légitimes pour découvrir des choses. Il faut sortir de cette idée, France Culture, c'est juste la radio pour l'élite. Non, et c'est vrai que même moi, j'ai grandi avec ça. Pendant un moment, je n'écoutais pas France Culture parce que je me disais que c'était pas une radio pour moi. Et j'ai dépassé ce cliché à un moment de ma vie. Et voilà, et il faut le faire. Si on peut le faire dès le plus jeune âge, tant mieux. Sophie Gadensberger, alors évidemment, on s'est intéressé à cette classe média ici à Tourcoing. Ce dispositif, il touche combien d'élèves, combien de collèges, combien de lycées? C'est quelque chose évidemment qui ne se fait pas qu'à Tourcoing. Alors je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts, en tout cas c'est vrai que ça existe dans toutes les académies. Et justement au Clémy, en fait, moi je viens donc du Clémy national, on travaille avec des professeurs, des enseignants qui ont des classes médias pour faire des projets à plus grande échelle et les proposer ensuite à tous les enseignants. Mais moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Flora tout à l'heure par rapport au manque de confiance et le fait qu'il y a tellement de fake news qu'on ne croit plus en rien. Et un peu en miroir,
croire à ce que dit Mariam sur le fait qu'elle recherche tout le temps. Je pense qu'il y a quelque chose plutôt de positif à avoir, plutôt que de dire on ne croit plus en rien. Je pense que vous êtes armés aujourd'hui avec votre expérience pour savoir vous-même ce que vous pouvez croire ou pas. Et c'est plus une question d'apprentissage en fait, parce que petit à petit, vous savez à quel média vous allez pouvoir faire confiance. Et c'est pas parce que quelqu'un va venir vous dire ce média-là, tu peux lui faire confiance, que vous allez le faire et c'est normal. Et que c'est plus quelque chose qui est sur le long terme. Et voilà, je trouvais bien qu'il y avait un peu vos deux profils là-dessus, et que ça se transforme en fait en quelque chose de positif, et d'avoir plus confiance dans les médias dans lesquels vous avez choisi d'avoir confiance. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Monica, là, je vous voyais acquiescer. Acquiescer à quoi ? Non, moi, en fait, globalement, acquiescer à l'intérêt des classes médias. C'est-à-dire que je trouve qu'on est quand même sur des dispositifs, et ça se voit très clairement dans le documentaire, qui ont une manière très spécifique d'aborder l'éducation aux médias, à l'information, avec des pédagogies par le faire, des pédagogies qui se veulent actives, qui essayent d'être horizontales. On n'est pas, ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas dans des choses qui se veulent descendantes. L'idée, c'est pas d'expliquer aux jeunes comment bien faire. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, et on n'est pas non plus sur des choses centrées autour de l'outil. Dire que moi je trouve que dans ce documentaire, ce qu'on voit, c'est la place de l'humain. C'est-à-dire que c'est la place des enseignants, c'est la place des élèves. Et encore aujourd'hui, en France, on a beaucoup de dispositifs d'éducation aux médias qui vont être centrés sur l'achat, par exemple, de tablettes. Ça peut être dommage, je trouve. Et en tout cas, pour être dans une vision plus positive, je trouve que là, on a un très bel exemple d'un dispositif centré autour de pratiques pédagogiques singulières, autour de l'humain, autour de ces rencontres, sur du temps long. Et il faut être honnête, ce ne sont pas les dispositifs qu'on va avoir le plus de facilité à monter, voire le plus de facilité à faire financer. Ça veut dire que ce qui se passe dans cette classe média ici au collège Lucie Aubrac, c'est un petit peu l'exception, ça ne se passe pas ailleurs ? Alors, ça se passe ailleurs, mais à chaque fois, ça se passe avec des enseignants... alors je me permets, exceptionnel, je trouve, même si beaucoup d'enseignants sont ces enseignants exceptionnels, mais c'est-à-dire des enseignants qui sont totalement engagés, qui sont dans une réflexion constante sur leurs pratiques, qui bien évidemment ne comptent pas leurs heures, qui se démènent pour trouver des financements. C'est pas simple de mettre ça en place. Mathieu Assement, super. Juste excusez-moi, à propos des classes médias et des médias scolaires, juste les classes médias, c'est un dispositif qui existe, mais rien n'empêche n'importe quelle classe et quel établissement d'avoir un média scolaire. Et souvent aussi d'ailleurs, il est porté par des professeurs qui mettent beaucoup de temps et de motivation, mais c'est pas lié au fait d'avoir une classe média, d'avoir un média scolaire. Et il y a énormément d'établissements en France, que ce soit en élémentaire, collège ou lycée, qui ont des médias scolaires qui sont radio, télé, blog ou papier, qui sont excellents. D'ailleurs, on publie chaque mois une chronique des médias scolaires sur le site du Clémy pour un peu mettre en avant ce qui est produit par ces médias-là. Voilà, c'était juste. Chaque année, au mois de mars, je crois, au printemps, il y a une semaine de la presse et des médias dans l'école, exactement, qui est donc organisée par le Clémy, et dont le but justement c'est de faire venir des classes dans les médias, et de faire aussi venir les médias dans les classes, que ce soit par des rencontres avec des journalistes, ou tout simplement pour avoir un contact en fait avec des journaux, des sites, des radios, se mettre un petit peu en contact avec les médias. Mathieu Assement, je rebondis sur ce que disait Amandine Carvella. Il faut des super profs pour faire fonctionner une classe comme ça. C'est ce qu'elle a dit. Il faut des super élèves. On a l'impression quand même que vous allez au-delà de votre fonction. Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr. On habite notre fonction comme je pense on a envie de l'investir. On nous donne les moyens de le faire aussi. Et là... on remercie la direction de ce collège de nous donner les moyens de le faire. C'est vrai que les classes médias, ça n'existe pas partout, et parce qu'on n'a pas forcément de financement pour faire vivre ces classes médias. Donc ici, le collège choisit de mettre des moyens sur ce dispositif-là. Et donc il faut des profs qui y croient, mais il faut, c'est pas simplement des profs, c'est un écosystème qui fait qu'une classe média peut émerger.
Et je rebondis quand même sur le fait que les classes médias ne sont pas... la classe média n'est pas le seul moyen de faire vivre l'éducation aux médias. Et que c'est vrai qu'on avait avant la classe média une web radio, un webzine, et puis des interventions en éducation aux médias avec différents collègues qui font de l'éducation aux médias aussi, en SVT, en histoire, en EMC, en langue, et qu'il y a plein de manières de faire de l'éducation aux médias, et que c'est important aussi que ça ne concerne pas qu'une classe, parce que ce qu'on apporte à la classe média, ça doit aussi concerner un maximum d'élèves, même si, là, j'entends tout à fait ce que dit Amandine sur le fait que ce temps long, les moyens mis à disposition, ça permet de vivre, au-delà de la classe média, une aventure collective qui permet aussi une construction de la citoyenneté, une construction de l'identité, de la parole, et ce qui est pour nous, je pense, au cœur de notre projet, un début d'émancipation des élèves, et donc un accès à des formes de citoyenneté. Mariam, Flora, on vous a vu dans le documentaire, vous tenez un micro dans la rue, hein, vous allez chercher de l'information, c'est effectivement une vraie responsabilité. Est-ce qu'après tout ça, vous avez changé votre façon de vous informer, de consommer de l'information? Ces médias traditionnels que vous avez découverts, puisqu'on vous a amené à les découvrir, est-ce qu'ils ont pris une plus grande place maintenant dans votre vie? Oui, forcément, le fait de les avoir découverts, ça a pris une plus grande place. Comme par exemple, il y a certains médias que je ne regardais pas forcément, que maintenant je vais peut-être un peu plus m'y intéresser. Et vous dites aller chercher les informations dehors. Je trouve c'est toujours important d'aller voir les habitants, les gens qui marchent, de venir leur poser des questions parce qu'ils n'ont pas peut-être la chance d'être là, d'avoir un micro, de pouvoir parler. Et le fait d'aller les voir, de les interpeller dans la rue, de leur demander un peu leur avis, ce qu'ils pensent, je pense d'un côté ça leur fait plaisir et ça permet d'exprimer, d'avoir des avis variés et des avis d'un peu partout pour faire une belle opinion. Il y a une vocation qui est née là. Vous allez devenir journaliste? Sûrement, oui. Laura, vous avez senti cette responsabilité, justement, transcrire la vérité, ce que vous avez vu, le poids des mots, etc. Oui, on a appris tellement de choses. Bien sûr, tous les mots ont un sens et on y fait très attention. Et si je peux rebondir par rapport aux médias traditionnels, maintenant, oui, je fais plus attention à ça. Par exemple, j'ai réacheté des journaux. Je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps. Et maintenant, je m'intéresse plus. Genre, je me dis, non, en fait, c'est pas un truc de vieux. Et bien, je vais lire et c'est intéressant, ma foi. Mais j'ai toujours du mal, quand même, avec les nouveaux médias, tout ça. Mais maintenant, je vais plus vers les anciens, enfin les choses qui étaient très courantes avant et qui maintenant le sont un peu moins, donc tout ce qui est journaux, radio, tout ça. Et je trouve que c'est plus intéressant parce qu'ils abordent l'information d'une manière dont on n'a plus l'habitude, puisque comme disait le frère de Mariam, on est né dans les réseaux, dans les médias, dans le numérique, et retourner à ces bases-là, ça fait du bien en fait, tout simplement. Monsieur Salaoui, vous avez 4 ans d'expérience, hein, c'est ça, avec ces classes médias? Oui. Vous les avez vus évoluer, vos collégiens? Ah oui, bien sûr. On voit comment tout un processus crée une dynamique en fait. Nous, on essaie avec Mathieu et avec les collègues de créer une dynamique au sein des classes en choisissant des élèves. Alors, peut-être évoquer cet aspect-là, c'est-à-dire comment les élèves se retrouvent en classe média. Je pense que c'est une question que peut-être les téléspectateurs peuvent se poser et qui nous a posé question aussi. Et il y a des vrais débats et aussi des vrais débats pédagogiques au sein des équipes sur quel type d'élèves se retrouvent dans la classe. À un moment, des enfants très timides et puis des enfants qui parlent facilement. Et puis des enfants, il faut qu'il y ait des élèves, il faut que le niveau soit hétérogène, il ne faut pas qu'on fasse une classe d'élite. À un moment, c'était posé la question avec Mathieu Assman, est-ce qu'on proposerait pas de créer des classes CHAM comme il en existe pour des classes à horaires aménagés, comme il existe des classes aménagées pour la musique au Collège Marie Curie à Tourcoing par exemple? Et bien pourquoi on ne créerait pas des classes à horaires aménagés médias? Et puis en fait, ça on s'est posé cette question au tout début. Et puis en fait, avec l'expérience, avec le recul, on s'est dit, mais on n'aurait pas, si on faisait ça, il y aurait peut-être une tentation pour que des parents, on va dire, plus informés ou plus favorisés socialement, veuillent mettre absolument leurs enfants dans cette classe et on perdrait une mixité qu'on tient beaucoup à avoir. Voilà, donc, mais là je suis un peu sorti de la question, mais de votre question initiale. Mais... Et votre plus belle fierté, c'est quoi alors?
Ma plus belle fierté, c'est de voir les élèves s'épanouir. Ma plus belle fierté, c'est de le moment. Moi, j'adore ce moment magique, vraiment magique, où les élèves vont faire leur première émission de radio et où on voit un basculement s'opérer. C'est-à-dire qu'on a vu avant des élèves qui étaient timides, ou on le voit bien dans le documentaire, Priscilla, juste avant le filage, juste avant l'émission, où elle est totalement bloquée. Et ça, on l'a vécu quasi chaque année. Et puis le moment où on est en direct, en public, dans un lieu quel qu'il soit, et on a le micro, on passe à la radio en direct, et voilà. Et là, il se passe quelque chose. Et là, les élèves pourraient en témoigner, mais moi, de voir ça, c'est vraiment une satisfaction, et de les voir grandir, quoi, de les voir prendre confiance. Mathie. Non, peut-être que la question de l'évolution des élèves que vous posiez tout à Il l'heure. nous reste moins de 2 minutes, et j'aurais bien voulu qu'on termine avec Lucas Roxo. Allez-y Mathieu. Non, mais parce qu'on a un ancien élève justement qui a fait partie de la classe média, et donc cette question, c'est la question de l'évolution des élèves, elle peut être intéressant. Qui était dans la première classe média, qui est maintenant en terminale, dise un peu ce que ça lui a apporté. Je sais pas si 30 secondes. 30 alors. secondes, Didier. Ça va être dur, 30 secondes quand même. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je découvre votre présence à la fin de l'émission, excusez-moi. C'est pas grave. Non, donc la classe média, donc j'y étais en 2016-2017. Et donc on a fait 4 émissions de radio. Nous, on était vraiment la première promotion. Et c'est une forme d'engagement de faire des émissions de radio, etc. Et ça, moi, après, j'ai continué donc je suis aussi dans un projet, donc les explorateurs de l'engagement, ça s'appelle. Et pareil, on a fait 3-4 émissions de radio comme ça, donc toujours avec l'aide de Rachid et de Monsieur Sadaoui et de Monsieur Asman, mais toujours on s'émancipait. Ça veut dire ces émissions de radio, on les a faites vraiment pas seules, mais bien plus seules que ce qu'on avait fait avec la troisième média. Et le reportage, c'est vraiment ce qu'a dit Rachid, on se retrouve moi je me suis retrouvé dedans. C'est extraordinaire, je trouve. Lucas Roxo, quelques secondes, vous allez garder le contact avec ces jeunes? Bien sûr, là, moi, ce que j'ai envie, là, c'est... 3 secondes. Ce que j'ai envie, c'est de les suivre pendant 10 ans et de voir comment ils auront évolué à 25 ans, quand ils ont fini leurs études. Merci. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci donc à nos invités. Merci au collège, Lucie Aubrac, de nous avoir reçus. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée.